1939-1945. 6 années de conflit à l'échelle du globe. Des millions d'hommes et de machines dressés dans un face-à-face titanesque. Des chefs de guerre déterminés à vaincre à tout prix. Sur terre, sur mer, dans les airs, des moyens de destruction sans précédent. Des populations civiles au cœur de la tourmente. La liberté ou l'oppression, un bras de fer démesuré, longtemps incertain, marqué par des épisodes héroïques et sanglants. Enfin, la victoire des Alliés, combattants, résistants, peuples libérés, sur les forces de l'Axe, fascistes et nazis. La collection Images de guerre raconte, avec les images tournées sur le théâtre des opérations et des témoignages irremplaçables, les moments clés de cette période sombre de notre histoire. S'appuyant sur des documents anglais, français, américains et des archives soviétiques et allemandes enfin accessibles, la collection Images de guerre lève aussi le voile sur l'histoire secrète du conflit. Images de guerre, la plus complète des collections vidéo sur la Seconde Guerre mondiale. Au début de juin 1944, l'attaque de la forteresse Europe, connue sous le nom d'opération Overlord, était sur le point d'être lancée après 3 années de préparation. Chacun était cependant conscient que la surprise dans l'exécution jouerait un rôle fondamental et que la réussite du projet reposait en grande partie sur le secret. Le plan des Alliés consistait dans un premier temps à débarquer sur les côtes normandes, entre l'Orne et les plages à l'est de Sainte-Mère-l'Église, de s'assurer de la presqu'île du Cotentin et de s'emparer de Cherbourg. Une tête de pont devait être constituée de manière à pouvoir y rassembler hommes et matériels nécessaires à l'offensive. Il fallait donc absolument que les Allemands ignorent où s'opérerait le débarquement pour éviter que les Alliés ne soient encerclés dès qu'ils auraient mis pied à terre et rejetés à la mer. À la fin de l'année 1943, le maréchal Rommel fut chargé par Hitler d'une mission d'inspection du mur de l'Atlantique. Il reçut en janvier 1944 le commandement du groupe d'armée B, qui comprenait les forces allemandes situées entre les Pays-Bas et la Loire. Il disposait d'une 15aine de bonnes divisions d'infanterie stationnées au sud de la Seine et d'une 10aine de divisions blindées. Il ne perdit pas de temps à organiser la défense. Les plages de débarquement furent interdites par un ensemble d'obstructions, de 15 000 ouvrages bétonnés et de milliers de batteries destinés à empêcher l'assaillant de prendre pied sur le rivage. À la veille de l'opération décisive, le haut commandement allemand restait convaincu que le débarquement se déroulerait dans le Pas-de-Calais ou, à la rigueur, de part et d'autre de l'estuaire de la Somme. Cette conviction reposait sur l'idée qu'il s'agissait de la route la plus directe pour atteindre l'Allemagne et qu'une opération ne pouvait être tentée qu'à l'endroit le plus resserré de la Manche. Il convenait donc de maintenir les Allemands dans cette conviction, tout en gardant secret le véritable plan de débarquement. Protéger les secrets d'Overlord en inondant l'ennemi de faux renseignements, tel était l'objectif des Alliés. On donna à cette entreprise le nom de Fortitude. En fait, il y eut 2 Fortitudes.
Fortitude Nord, qui laissait croire que la campagne serait ouverte par une attaque sur la Norvège, lancée depuis les ports écossais. Cette fausse information contraignit les Allemands à ne pas dégarnir les pays scandinaves des 7 divisions d'infanterie qui s'y trouvaient, et Fortitude Sud, qui annonçait l'attaque principale dans le Pas-de-Calais. De nombreuses entreprises furent mises sur pied pour développer Fortitude, toutes parfaitement coordonnées entre elles. L'une des plus importantes fut celle commandée par le lieutenant-colonel David Stradgeways. L'important, dans une entreprise telle que Fortitude, n'est pas que les fausses informations données à l'ennemi l'amènent à penser quelque chose, mais qu'elles l'incitent à faire quelque chose. Si l'on admet une telle assertion, l'on peut dire que Fortitude avait atteint son but. Les Allemands s'ingéniaient, en effet, à photographier les zones où ils pensaient que les préparatifs du débarquement s'effectueraient et à intercepter les messages, certains fabriqués pour les besoins de la cause, relatifs au mouvement et aux concentrations des forces des armées alliées. Ils obtenaient un renseignement par-ci, un renseignement par-là. Puis, ils faisaient la synthèse. L'important était que grâce au plan d'intoxication mis au point par nos services, ils arrivent aux conclusions favorables à nos objectifs. Toutes les activités alliées devaient tendre au succès de Fortitude. Dans l'attaque des différentes infrastructures, grand soin fut pris pour éviter tout ce qui pourrait faire croire que la côte de Normandie serait la zone où l'assaut serait donné. C'est pourquoi pour chaque activité aérienne menée dans la zone d'assaut, 2 autres étaient simultanément conduites ailleurs et principalement dans la zone comprise entre Dunkerque et Boulogne. Bien que la plupart des avions de reconnaissance de la Luftwaffe survolant le sud de l'Angleterre aient été interceptés, quelques-uns esquivèrent les chasseurs de la RAF au-dessus du comté de Kent. Ils retournèrent à leur base avec la preuve que l'armée de l'air britannique déployait des avions sur les terrains d'atterrissage et que du matériel blindé était rassemblé dans les camps militaires de la région. Or, les cantonnements étaient, pour la plupart, factices, de même que les pièces d'artillerie, les chars et les véhicules qui y étaient exhibés. Les chars en caoutchouc gonflable et dégonflable à volonté étaient fabriqués par la société Dunlop et transitaient d'une base factice à l'autre. Bâtis sur le modèle du char Sherman, ils étaient si habilement construits qu'on ne pouvait les distinguer de leur modèle original à plus de 100 mètres. Ils étaient délivrés dégonflés. En fait, ils étaient semblables alors à de grosses chambres à air. On leur donnait un petit coup de pompe et c'était bon. Des fausses plateformes de débarquement étaient assemblées dans les estuaires du sud-sud-est de l'Angleterre durant la nuit et ancrées dans l'eau au petit jour. Elles étaient dénommées Big Boss. Elles étaient de taille réelle et flottaient sur des bidons d'huile. La structure n'était, en fait, qu'un grêle échafaudage tubulaire. Cette mise en scène soigneusement orchestrée camouflait quelques vrais avions stationnés sur de vrais aérodromes et des troupes occupant d'authentiques casernements. L'objet de ces trucages était de convaincre l'ennemi que les Alliés se préparaient pour une vaste offensive depuis le Kent et l'Essex, comtés situés à l'est de Londres, c'est-à-dire proche du Pas-de-Calais, mais qu'ils n'étaient pas encore prêts. Les Allemands en déduisirent que l'invasion ne prendrait pas place avant la fin de l'année 1944. Quelques agents de renseignement avaient été arrêtés, puis retournés et renvoyés en Allemagne. Ils achevèrent de convaincre le haut commandement allemand qu'une opération d'envergure était envisagée et que les forces de débarquement se rassemblaient dans le sud-est de l'Angleterre sous les ordres du général Patton, qui était supposé prendre le commandement de l'opération. Les services de renseignement allemands furent convaincus que le débarquement aurait lieu quelque part entre Dunkerque et Dieppe, si bien que, après le débarquement en Normandie, les Allemands continuèrent à croire qu'il ne s'agissait que d'une manœuvre de diversion et que l'invasion principale se déroulerait dans le Pas-de-Calais. C'est la raison pour laquelle Hitler refusa d'autoriser le déplacement de réserve de cette zone vers la Normandie, si bien qu'au moment du débarquement, Rommel ne disposait que d'une seule division de Panzer dans la région de Caen. C'est à Bletchley Park que le chiffre allemand était régulièrement décodé. C'est également à Bletchley Park que l'organisation Fortitude mit au point la politique qui allait finir par complètement intoxiquer les services de renseignement allemands. Au début,
On laissa croire que le débarquement pourrait se dérouler quelque part le long d'une zone comprise entre Calais et Bordeaux. Puis, Fortitude affina son estimation et ramena cet espace à une zone comprise entre Calais et la presqu'île du Cotentin. Mais l'organisation laissait entendre que 2 débarquements pourraient être effectués. L'un en Normandie, dans une zone qui restait à déterminer, l'autre dans le Pas-de-Calais. Mais là où l'organisation Fortitude fut d'une habileté suprême, c'est qu'elle finit par faire croire aux Allemands que les Alliés disposaient de plus de 80 divisions en Angleterre, alors qu'ils n'en avaient en réalité qu'une quarantaine. Avec une telle masse de troupes, il devenait à l'évidence possible d'effectuer 2 débarquements. Les plans mis au point par les Allemands pour faire face au débarquement tinrent donc compte de cette estimation erronée des effectifs alliés qui se préparaient à l'attaque. Beaucoup d'organismes chargés de l'opération Overlord, et en particulier les services de renseignement, étaient logés dans des propriétés à la campagne. Le débarquement proprement dit, répondant au nom de code de Neptune, incombait entièrement aux autorités navales qui avaient établi leur siège à Southwick House, aux environs de Portsmouth. C'est à cet endroit que Montgomery établit également son quartier général et c'est de là que le 4 juin, Eisenhower, en raison d'un temps défavorable, prit la décision de retarder le débarquement prévu le 5 juin de 24 heures. C'est également de Southwick qu'il donna l'ordre de débarquer le 6 juin. Les obstacles destinés à empêcher l'assaillant de prendre pied sur le rivage étaient mal connus des Alliés et nécessitaient des opérations clandestines le long des côtes. Des commandos britanniques débarquèrent et ramenèrent des renseignements sur les chevaux de frise, les fossés anti-chars et les points d'appui fortifiés. Ces derniers furent reconstitués en Grande-Bretagne pour permettre aux spécialistes du génie chargés des démolitions de s'exercer. De plus, l'armée de l'air établit un relevé photographique précis de l'ensemble des défenses côtières, de façon à pouvoir donner aux unités chargées du débarquement un grand nombre de renseignements utiles sur l'aménagement du terrain. En dépit de l'assurance manifestée par le haut commandement que le débarquement principal aurait lieu dans le Pas-de-Calais, les soupçons de Rommel se portèrent de plus en plus vers la Normandie. Il supplia Hitler de lui accorder les moyens nécessaires pour résister à l'invasion dans cette zone. Mais ces derniers ne lui furent que chichement accordés. La résistance française transmit les renseignements à Londres sur les mouvements de l'armée allemande vers les plages de débarquement, ce qui rendit de grands services aux Alliés. Pour induire l'ennemi en erreur sur l'emplacement du débarquement, 2 fausses opérations, Glamour et Tactible, furent montées. L'opération navale fut déclenchée dans la nuit du 6 janvier par 6 patrouilleurs côtiers au large du Pas-de-Calais. Des équipements spéciaux, des contre-mesures radio, l'utilisation de windows, morceaux de papier d'aluminium lancés d'avions pour fausser l'écoute des radars, envoyèrent des échos aux radars ennemis pouvant être perçus comme ceux d'une flotte importante approchant des côtes. Quelques avions patrouillaient au même moment au-dessus de l'embouchure de la Somme. Ils donnèrent l'impression d'être beaucoup plus nombreux qu'ils n'étaient réellement et ils utilisèrent eux aussi des contre-mesures radio et des windows. Leur présence fut mise au compte d'un appui aérien de la flotte de débarquement, la Fosse, qui s'approchait du Pas-de-Calais. Il convenait absolument que les Allemands ne puissent soupçonner les emplacements exacts où se dérouleraient les parachutages des unités britanniques et américaines au moment du débarquement. Aussi des parachutages de désinformation furent-ils organisés dans la région de Malto, au sud de Caen, de Marigny, à l'ouest de Saint-Lô et à Yvetot. Cette dernière ville, située à une trentaine de kilomètres de la côte entre Dieppe et Le Havre, avait été choisie pour faire croire qu'une attaque alliée était prévue au nord de la Seine. Des commandos parachutistes, les SAS, opérant par groupes de 4, furent également engagés. Ils étaient munis de bruiteurs qui émettaient des sons évoquant des tirs d'armes automatiques. Des faux parachutistes en tissu gonflable et des mannequins parachutistes dénommés Rupert, admirablement imités, furent également utilisés au cours de ces opérations de déception. Pour que le débarquement ait de bonnes chances de réussir, il fallait que les Allemands aient des difficultés à acheminer des renforts vers les plages. Le plan Fortitude avait donc été intégré dans le cadre d'une opération de bombardement menée par l'aviation contre le système de transport ferroviaire du nord-ouest de l'Europe. Au cours de 3 semaines d'attaques ininterrompues, 72 objectifs avaient été visés, dont 39 en Allemagne et dans le nord de la France et en Belgique. Ces attaques pouvaient être interprétées comme un prélude à un débarquement au nord de la Seine.
Un débarquement dans le Pas-de-Calais s'avérait difficile. Le choix s'était donc porté sur la côte normande. À l'ouest, la première armée américaine du général Bradley devait débarquer sur les plages de Utah et de Omaha. À l'est, la deuxième armée britannique du général Dempsey débarquerait sur les plages de Gold, de Juneau et de Sword, entre Port-en-Bessin et Ouistreham. Le premier souci du général Eisenhower avait été d'assurer la protection des flancs des troupes débarquées. C'est pourquoi 2 opérations aéroportées conjointes furent décidées. À l'ouest, 2 divisions aéroportées américaines, la 89e et la 101e, atterriraient dans la région de Sainte-Mère-l'Église, entre Valognes et Carentan, avec la mission de verrouiller la presqu'île du Cotentin. À l'est, la 6e division aéroportée britannique se poserait entre l'Orne et la Dive, afin de protéger le flanc est des Britanniques après leur débarquement à Sword Beach, près de Ouistreham. Elle devait faire sauter les ponts de la Dive, capturer intacts ceux de l'Orne et du canal de Caen et occuper les hauteurs dominant la plage dans la région de Le Plain jusqu'à l'arrivée des renforts par la mer. La batterie de Merville devait également être neutralisée. Cette batterie, située à 2 km de l'embouchure de l'Orne, était supposée contenir 4 pièces de 150 dont les tirs pouvaient gêner le débarquement de la 3e division d'infanterie britannique à Sword Beach. D'où l'importance que revêtait aux yeux du commandement sa destruction. Il s'agissait d'une mission périlleuse. Tout devait être accompli de nuit. Non seulement il fallait des hommes d'un courage éprouvé, mais il fallait aussi amener à pied d'œuvre le matériel nécessaire pour pénétrer dans le bunker et pour détruire les pièces de la batterie. Ces pièces étaient placées dans une casemate bétonnée recouverte de terre et munie de lourdes portes d'accès. Elle était entourée d'un double réseau de fils de fer barbelés et d'un fossé anti-char dont les abords étaient minés. C'était une véritable forteresse. Trois planeurs devaient se poser à l'intérieur du dispositif, mais ils se perdirent en route. Une unité de reconnaissance démina les abords et sectionna les barbelés. Une section d'assaut mit hors de combat les servants et détruisit les pièces de la batterie. Le gros des planeurs se posa peu après dans la région de Ranville et déchargea rapidement hommes et matériel. Sur 82 planeurs engagés, 49 atterrirent sans dommage. Les autres eurent moins de chance et se fracassèrent au sol, souvent à des endroits éloignés des points d'atterrissage prévus. Une partie du matériel perdu fut récupérée par les Allemands et un planeur eut même la malchance d'atterrir au milieu d'une batterie d'artillerie allemande. À la fin du jour J, sur les 16 000 hommes qui atterrirent ce jour-là dans cette zone, 4 500 avaient été tués, blessés ou faits prisonniers. Les planeurs devant atterrir sur la batterie n'avaient pas trouvé leur objectif. La nuit était noire et par mesure de sécurité, les troupes au sol ne faisaient aucun signal lumineux. Ils tournèrent un moment autour de la batterie sans la voir, puis ils se posèrent à quelques centaines de mètres plus loin. L'un d'eux, qui avait été touché en survolant la côte, atterrit en flammes. Les troupes, une fois à terre, couvertes à l'est par les parachutistes de la 6e division, passèrent immédiatement à l'attaque. Le pont du canal de Caen, plus tard dénommé Pegasus Bridge, avait été rapidement pris par la compagnie D du 2e bataillon d'infanterie légère Oxford et Buckingham. Il était en effet vital que le pont tombe intact entre les mains des Alliés, car il fallait interdire aux Allemands d'atteindre les plages de débarquement. Le vieux pont Pegasus, portant les traces du combat de 1944, a été remplacé en 1993 par un pont neuf. Peu après minuit, les pilotes tirèrent les leviers qui libéraient le câble les reliant aux avions remorqueurs. À titre de diversion, les avions bombardèrent les alentours du pont, les planeurs tournèrent en rond, les équipages ne savaient pas très bien où ils se trouvaient. Soudain, une éclaircie permit aux pilotes de découvrir le canal et le pont exactement en dessous d'eux. Le premier planeur atterrit à quelques mètres du pont, les 2 autres planeurs touchèrent le sol à proximité du premier. Les 3 sections de combat sortirent rapidement des appareils et s'emparèrent en un quart d'heure de Pegasus Bridge. Une stèle rappelle l'endroit exact où les 3 planeurs se posèrent.
Au soir du 6 juin, la 6e division aéroportée britannique avait atteint tous ses objectifs et était fermement établie sur la rive est de l'Orne. Les commandos, dont un Français, celui des fusiliers marins commandé par le commandant Kieffer, quittèrent les transports de troupes pour monter dans les barges de débarquement, chalands ou camions amphibies dénommés Ducks. Ils avaient pour mission d'enlever les nids de résistance que les bombardements n'avaient pas détruits. L'effet de surprise avait passé, les Allemands attendaient maintenant de pied ferme l'arrivée des Alliés sur le rivage. En dépit de pertes parfois considérables, 5 divisions, 3 britanniques et 2 américaines, mirent pied à terre. Elles avaient pour mission de pénétrer le plus rapidement possible à travers les lignes ennemies en se contentant d'investir les îlots de résistance et de pousser d'un seul élan vers leur objectif intermédiaire, puis de là vers l'objectif final. Dans les premières heures du 6 juin, le général Eisenhower réaffirma sa volonté de mener à bonne fin l'opération Overlord. « Ok, let's go », proclama-t-il. « Ok, allons-y. Une des plus grandes opérations de tous les temps était lancée, et cette fois, il n'y aurait pas de retour en arrière. No turning back. La décision était irrévocable. This is London. D-Day has come. Early this morning, the Allies began the assault on the northwestern face of Hitler's European fortress. Omaha Beach était une des plages du débarquement de l'armée américaine située près de Vierville. Les pertes humaines y furent bien supérieures à celles encourues à Utah Beach. L'attaque fut menée par les 116e et 16e régiments d'infanterie de la 1re division commandée par le général Hubner. Les péniches furent prises sous le feu meurtrier de canons de mortier et de fusils mitrailleurs. Du côté allemand, tout paraissait comme si l'invasion avait été stoppée sur les plages. On ne voyait que des Américains courant et cherchant un abri, des chars et des véhicules en feu, des cadavres calcinés, des blessés agonisants, des noyés et des débris de barges de débarquement rejetés sur le rivage. C'est seulement dans l'après-midi que les vétérans de la 1re division réussirent à déboucher sur le haut de la falaise. On connaît le mot du colonel Taylor. En avant, il ne doit rester sur la plage que les morts et ceux qui vont se faire tuer. Mais les pertes étaient lourdes. 2500 morts, blessés ou disparus. L'absence de renseignements corrects sur les défenses de la plage fut particulièrement incriminée, ainsi que le manque de précision des bombardements aériens sur les défenses côtières. Les Alliés avaient accru le nombre de leurs atouts en mettant au point toute une gamme d'équipements ultra secrets du plus simple au plus sophistiqué. Ils avaient tiré les leçons du désastreux raid mené sur Dieppe en 1942 et projetaient, en conséquence, d'utiliser des unités blindées sitôt neutraliser les obstacles défensifs sur les plages. À cet effet, des blindages spécifiques étaient requis. Le major général, Sir Percy Hobart, qui avait quitté le service actif, fut rappelé. Il était célèbre pour son esprit d'invention. On lui confia le commandement de la 73e division blindée et en peu de temps, son équipe fabriqua plusieurs types de chars spécialement conçus pour l'attaque du mur de l'Atlantique. Le Sherman fut modifié pour qu'il puisse se frayer un chemin dans les champs de mines. On fixa un tambour mobile. En tournant, le tambour fouettait le sol avec de lourdes chaînes qui faisaient, sans dommage, exploser les mines. Ce type nouveau de Sherman Fléau fut surnommé le crabe. Le Churchill, de conception plus ancienne, reçut également des modifications. Un dispositif permettait de transporter et d'éjecter des rondins destinés à combler les obstacles. On l'appela le char Fascine. De même, une rampe détachable permettait aux véhicules de vaincre les obstacles tels que les dunes. Pour les sols marécageux ou sablonneux, des bobines déployaient jusqu'à 100 mètres de revêtement. Certains modèles de Churchill, surnommés Crocodile, furent dotés d'un châssis lance-flammes particulièrement approprié pour neutraliser les bunkers.
C'était un char lance-flammes, équipé d'une remorque blindée contenant 1800 litres d'un liquide inflammable qui fut par la suite appelé napalm. Le tireur était assis près du pilote et disposait d'une manette pour actionner le lance-flammes. Le liquide inflammable, relativement visqueux, était comme craché de l'avant du véhicule. Avant d'entrer en action, l'équipage devait procéder à l'ouverture de 6 bouteilles de nitrogène fixées dans la remorque. Il fallait attendre un peu pour faire monter la pression dans la citerne. Après, on était prêt. Arrivé à une centaine de mètres de la cible, on donnait l'ordre d'ouverture du feu. C'est à ce moment que les flammes jaillissaient. Il y avait d'autres modèles du Churchill. L'un d'eux bénéficiait d'un mortier, d'autres, sous tourelle, disposaient de treuils et de grues pour maîtriser les obstacles. C'étaient des chars bulldozers. Mais la plus ingénieuse des petites facéties du général Hobart, c'est ainsi que ses inventions étaient surnommées, était celle des chars amphibies. Une sorte de paroi flottante était adaptée à la coque supérieure du véhicule, tandis qu'une traction avant interne faisait tourner 2 hélices qui propulsaient le char à la vitesse de 8 km à l'heure. Les 2 versions de ces chars amphibies, Sherman et Valentine, connus sous le nom de DD, Duplex Drive, firent preuve d'une certaine instabilité lorsque la mer était houleuse. Ils avaient tendance à couler. C'est pourquoi les équipages bénéficièrent au préalable d'un entraînement spécifique. En dépit du mauvais temps et des flots tumultueux qui caractérisèrent le jour J, les chars DD apportèrent un support blindé efficace durant le débarquement. Il y avait bien d'autres équipements qui jouèrent un rôle important au cours des opérations suivantes. À peine quelques heures après l'établissement de la tête de pont, des pistes d'atterrissage furent mises en chantier afin que les avions soient en mesure d'opérer à partir du champ de bataille. Le génie avait conçu une machine qui débarrassait le sol des poussières et qui le revêtait d'une couche de goudron. Le ravitaillement en carburant posait un problème vital. C'est pourquoi les Alliés avaient songé à installer un réseau d'oléoducs qu'ils baptisèrent plus tôt Pipeline Under the Ocean. Deux développements parallèles furent lancés pour être sûr que l'un des deux marcherait. Une première série de tuyaux fut fabriquée selon la technologie mise au point pour la fabrication de câbles électriques sous-marins. Les tuyaux étaient recouverts de plusieurs couches de tissu et de métal, puis de fils d'acier, enfin d'une couche de goudron. Puis ils étaient mis en bobine dans les cales de bateaux de la marine marchande spécialement adaptés. La technologie de mise en place s'inspirait également de celle des câbles électriques sous-marins. Chaque longueur de câble était liée à la suivante par une pièce de métal étanche. Un treuil très puissant tirait le câble chargé d'extraire le tuyau hors de la cale et le poussait en dessus de l'étrave par l'intermédiaire d'une grosse roue.
Les bateaux avançaient à la vitesse de 2 nœuds. Il s'agissait de 2 navires marchands de 10 000 tonnes chacun, le Rimley et le Latimer, qui avaient été spécialement transformés. Une deuxième série de tuyaux fut fabriquée. Ils étaient en acier d'une épaisseur de 1 cm et d'un diamètre de 6 cm. Les tuyaux étaient soudés en usine pour former des longueurs d'environ 1 km 400. Chaque soudure était usinée de telle sorte que l'extérieur du tuyau soit parfaitement lisse, ce qui permettait de les lancer avec force à l'extérieur de l'usine dans des gabarits de stockage. Les tuyaux étaient assez flexibles pour être enroulés autour d'un tambour flottant qui ressemblait à une énorme bobine de fil. Autour de chaque tambour, on pouvait enrouler 30 km de tuyaux. L'ensemble pesait 1600 tonnes. Tiré par un remorqueur, le tambour tournait pendant que le tuyau se déroulait. Une station de pompage secrète avait été installée dans l'île de White. Elle était camouflée dans des bâtiments abritant un club de golf, un marchand de glace et un hôtel. Une deuxième station de pompage était installée dans un village de vacances à moitié détruit à la suite des bombardements. Une troisième station avait été construite à Dungeness. Elle était camouflée à l'intérieur de bungalows. Le projet Bambi, le premier plus tôt, prévoyait d'établir 4 oléoducs entre l'île de White et la Normandie. Ils devaient être opérationnels 18 jours après le jour J. Techniciens et ouvriers ressentaient tous l'importance de leur travail, car ils savaient que sans ce cordon ombilical, la percée au-delà de la tête de pont de Normandie serait impossible. De plus tôt dépendait la libération de l'Europe. Il y eut différents ennuis quand commença le pompage vers Cherbourg. 2 tuyaux se révélèrent défectueux et 2 se rompirent lorsqu'on appliqua la pression de pompage. Un autre projet dénommé Tombolo avait été également réalisé. Il s'agissait de pipelines reliant des pétroliers mouillés au large à des réservoirs situés à terre à proximité de Port-en-Bessin. Enfin, Dumbo, le deuxième plus tôt, fut mouillé au large de Dungeness et relié à Boulogne. Il devint opérationnel au mois de décembre 1944. Dumbo se composait de 11 pipelines à travers lesquels 3000 tonnes de pétrole étaient pompées chaque jour. Ce fut un grand succès. Nous avons voulu récupérer les tuyaux après la guerre, mais nous y avons renoncé devant les travaux que cela représentait. De plus, des techniques nouvelles se profilaient qui rendraient obsolètes les systèmes mis en place. D'une façon générale, il fallait subvenir aux besoins des troupes engagées dans l'opération Overlord, besoins qui iraient en grandissant au fur et à mesure que les jours passeraient. Des installations portuaires de qualité étaient donc indispensables. Les Alliés chercheront en priorité à se procurer un port afin d'y effectuer des débarquements, avait déclaré Hitler à ses généraux. C'est pourquoi Rommel avait fortifié les zones portuaires pour les rendre inaccessibles en cas de débarquement. Ce croquis représente une entreprise tenue secrète et qui compte parmi les plus fabuleuses de la Deuxième Guerre mondiale. Le transport de porcs sur les côtes de Normandie. Ces ports avaient été prévus pour durer les 3 mois de l'été 1944. Les éléments massifs qui en subsistent porteront un témoignage saisissant de l'opération Overlord à travers les siècles.
Sous le nom de code de Mulberry, les Anglais entreprirent dans l'année précédant le débarquement la construction de 2 ports permettant de mettre à terre 12 000 tonnes de marchandises et 2 500 véhicules par jour. Les problèmes posés par la création d'un plan d'eau abrité pour l'accostage des bâtiments furent résolus dès les premiers jours en coulant perpendiculairement au rivage des navires de guerre ou de commerce hors d'usage dénommés block ships. Pour renforcer ces block ships, 213 caissons en béton armé furent remorqués depuis l'Angleterre de façon à constituer des môles formant brise-lames. À l'abri de ces môles furent mouillées des jetées flottantes, reliées d'un côté à la terre ferme et de l'autre à des têtes de jetées. Un des ports, le plus célèbre, fut monté dans le secteur anglais à Arromanches et l'autre dans le secteur américain à Saint-Laurent-sur-Mer. Les ports devaient être opérationnels 2 semaines après le jour J. Leur construction, leur transport et leur montage représentent une entreprise colossale. Plus d'1,5 million de tonnes de béton et d'acier fut utilisé et plus de 40 000 ouvriers travaillèrent sur le chantier. Certains caissons étaient de la taille d'un immeuble de 5 étages. Les plus petits déplaçaient 1672 tonnes. Ils étaient pourvus d'ouvertures de remplissage qui leur permettaient de couler en 25 minutes environ. Pour les construire, on creusa des excavations en forme de bassin de la taille des caissons sur les berges des estuaires, de celui de la Tamise en particulier. Puis, on confectionna des moules en béton à l'intérieur des excavations. Quand les caissons étaient terminés, on creusait une tranchée dans la bande de terre séparant le bassin de l'estuaire. La tranchée se remplissait d'eau et les caissons étaient mis à flot. Puis, ils étaient coulés à l'extérieur d'un grand port existant pour faire croire aux avions de reconnaissance allemands qu'ils faisaient partie de ce port. Pour les remorquer, il suffisait de pomper l'eau qui remplissait les alvéoles. Ils se mettaient alors à flotter. Les caissons reçurent le nom de Phoenix. Les vieux navires de guerre et de commerce devant servir de brise-lames, block ships, surnommés Gooseberry, quittèrent les côtes de la Grande-Bretagne dans l'après-midi du jour J. Ils furent coulés au large des 5 plages de débarquement. Des flotteurs bombardons furent remorqués vers les plages. C'étaient des brise-lames supplémentaires en acier, en forme de croix de 60 mètres de long, de 8 mètres de haut et pesant environ 2000 tonnes. Les premiers caissons Phoenix furent remorqués dès le 7 juin et coulés en arc de cercle devant Arromanches et Saint-Laurent-sur-Mer. Des pièces d'artillerie antiaérienne furent érigées sur les plateformes de certains d'entre eux. Quel spectacle extraordinaire ce fut que de voir flotter ces énormes masses de béton. Les morceaux de jetées flottantes furent remorqués par groupes de 5 et mis en place à l'aide de câbles d'acier. Les têtes de quai reposaient sur le fond par l'intermédiaire de 4 pieds et pouvaient en même temps flotter au gré des marées. En cas de mauvais temps, un moteur diesel actionnait des treuils qui permettaient de stabiliser les caissons secoués par les vagues. Vers la mi-juin, une tempête s'abattit sur les côtes normandes. Mulberry A, le port de Saint-Laurent-sur-Mer, subit des dommages considérables. 20 des 41 caissons furent mis hors d'usage, ainsi que la plupart des installations flottantes. Mulberry B, le port d'Arromanches, souffrit moins. Si les jetées flottantes furent endommagées, les brise-lames de caissons et de block ships ne furent pas touchées. Il fut alors décidé d'abandonner Mulberry A et de concentrer tous les efforts sur Arromanches. Finalement, on y établit 7 têtes de quai liées à 2 routes flottantes. Certaines sections des routes étaient télescopiques, de manière à amortir les effets de la marée.
Il y avait plusieurs jetées. Le Barge Spire, la jetée des péniches la plus courte à l'ouest de la jetée principale, était destinée au débarquement des approvisionnements de toutes sortes. À l'est, une autre jetée, dite LST Pyre, la jetée des bateaux de débarquement de chars, était réservée au débarquement des véhicules blindés et des véhicules à roues. Le débarquement s'effectuait en 1 heure sur le LST Pyre, au lieu de 3 à 9 heures sur la plage en raison des marées. Les véhicules légers quittaient le navire par une passerelle spéciale, alors que les véhicules lourds sortaient par l'étrave. Lorsque les navires étaient trop grands pour venir à quai, ils étaient déchargés par les bateaux amphibies Dux, qui se révélèrent d'un précieux concours. Ils étaient aussi manœuvrables en mer qu'à terre. À mesure que les différents services du port d'Arromanches furent mis en œuvre, la quantité du matériel débarqué augmentait. À la fin du mois de juillet 1944, 136 tonnes de véhicules et de matériel de toutes sortes étaient débarqués chaque semaine. Mais à la fin de l'automne, les Alliés avaient acquis plusieurs grands ports, dont celui de Cherbourg. Ils n'avaient plus besoin de celui d'Arromanches. À cette époque, 40 000 véhicules, 250 000 hommes avaient été débarqués. La dernière cargaison fut livrée en novembre. Vers Caen, vers Lille, vers la Belgique, vers Paris, vers la frontière de l'Allemagne. On through Brussels and into Holland, to the frontiers of Germany, and on towards Berlin. Le port d'Arromanches a contribué sans conteste à la victoire en permettant aux Alliés d'une part de conserver puis d'agrandir la tête de pont de Normandie, en évitant d'autre part de nombreux morts et de nombreux blessés grâce aux renforts en hommes et en matériel qui purent parvenir rapidement jusqu'aux premières lignes du front.